Chapitre 2. Un jour, alors que je guettais le passage du gibier, caché dans un arbre, je me suis assoupie et j'ai fait une chute de 3 mètres avant d'atterrir sur le dos. C'est comme si l'impact avait chassé tout l'air de mes poumons. Je suis restée allongée là, m'efforçant d'inhaler, d'exhaler, de faire quelque chose. Voilà ce que je ressens en ce moment. Je tâche de me souvenir, de respirer, incapable de parler, totalement abasourdie tandis que le nom résonne dans mon crâne. Quelqu'un me serre le bras. Un garçon de la veine, comme si j'avais commencé à défaillir et qu'il m'avait retenu. Il doit s'agir d'une erreur. Ce n'est pas possible. Le papier de Prime était enfoui parmi des milliers d'autres. Le risque qu'elle soit désignée était si mince que je n'étais même pas inquiète pour elle. J'ai pourtant fait ce qu'il fallait. J'ai pris les tesserae, refusé qu'elle le fasse. Un seul papier. Un seul parmi des milliers. Le sort lui était on ne peut plus favorable. Et ça n'a fait aucune différence. Quelque part, très loin, j'entends la foule gronder, comme elle le fait toujours quand un enfant de 12 ans est choisi, parce que tout le monde trouve ça injuste. Et puis je la vois, blanche comme un linge, les poings crispés, qui s'avance avec raideur vers l'estrade, me dépasse, et je vois le dos de son chemisier qui pend par-dessus sa jupe. C'est ce petit détail, ce coin de tissu formant une queue de canard, qui me ramène à la réalité. « Prime !» Je crie d'une voix étranglée, tandis que mes muscles se remettent à fonctionner. « Prime !» Je n'ai pas besoin de me frayer un chemin à travers la foule. Les autres enfants s'écartent immédiatement, m'ouvrant un passage jusqu'à l'estrade. Je rattrape Prime alors qu'elle s'apprête à gravir les marches. D'un geste du bras, je la repousse derrière moi. « Je suis volontaire !» m'écriai-je. « Je me porte volontaire comme tribut !» Voilà qui provoque une certaine confusion sur l'estrade. Le district 12 n'a plus connu de volontaires depuis des décennies, et le protocole est quelque peu rouillé. Quand un tribut est désigné par le sort, la règle autorise un autre enfant à le remplacer, tant qu'il est éligible et du même sexe. Dans certains districts, où remporter la moisson est considéré comme un immense honneur, beaucoup sont prêts à risquer leur vie, et le processus peut se révéler compliqué. Mais dans le district 12, où le mot de tribu rime avec vaincu, les volontaires sont une espèce disparue depuis longtemps. « C'est trop chou !» minaude et fit Trinket. « Mais je crois qu'en principe, on doit d'abord annoncer le vainqueur de la moisson, puis demander s'il y a des volontaires, et seulement ensuite, si quelqu'un se propose... Elle hésite, visiblement peu sûre d'elle. « Quelle importance !» intervint le maire. Il me regarde avec une expression navrée. Il ne me connaît pas vraiment. Mais je vois qu'il se souvient de moi. Je suis la fille qui apporte les fraises, avec laquelle sa propre fille discute de temps en temps. Celle qui, 5 ans plus tôt, s'est tenue devant lui, entre sa mère et sa sœur, quand il lui a présenté, à elle, l'aînée de la famille, la médaille du courage. Une médaille posthume pour son père volatilisé dans la mine. Se souvient-il de cela ? « Quelle importance !» répète-t-il d'une voix bourrue. « Qu'elle s'avance donc !» Prime pousse des hurlements hystériques derrière moi. Elle m'en serre comme un étau entre ses petits bras osseux. « Non, Katniss, non, tu ne peux pas !»« Prime, lâche-moi !» lui dis-je brutalement, parce que je suis bouleversée et que je ne veux surtout pas pleurer. Car lors de la rediffusion des meilleurs moments de la moisson, ce soir, tout le monde remarquera mes larmes, et je serai désignée comme une proie facile, une pleurnicharde. Je ne donnerai cette satisfaction à personne. Lâche-moi! Je sens qu'on l'arrache de moi. Je me retourne et vois Gale qui l'a soulevé du sol. Et Prime qui se débat entre ses bras. « Vas-y, Katnip !» dit-il d'une voix qui s'efforce de maîtriser. Puis il emporte Prime vers ma mère. Je redresse le buste et gravis les marches. « Eh bien, bravo !» s'écrie Effie Trinket. « C'est l'esprit des jeux !» Elle semble heureuse d'avoir enfin un district où il se passe quelque chose. « Comment t'appelles-tu »
J'avale ma salive. Katniss Everdeen. Je parie qu'il s'agissait de ta petite sœur. Tu ne voulais pas te laisser voler la vedette, hein? Allez, tout le monde, je vous demande d'applaudir bien fort notre nouveau tribut. Mais, et j'en serai éternellement reconnaissante aux gens du district 12, personne n'applaudit. Pas même parmi ceux qui prennent les paris, ceux qui, d'ordinaire, se moquent bien de ce genre de choses. Peut-être parce qu'ils m'ont vu à la plaque, ou ont connu mon père, ou rencontré Prime, que tout le monde adore. De sorte qu'au lieu de recevoir des applaudissements, je reste là, immobile, pendant qu'ils affichent leur désapprobation de la manière la plus courageuse, par le silence, qui signifie que nous ne sommes pas d'accord, que nous n'excusons rien, que cela est mal. Il arrive alors une chose inattendue. Pour moi, en tout cas, parce que je ne pensais pas compter pour le district 12. Mais il s'est produit un changement quand je me suis avancée pour prendre la place de Prime, et on dirait désormais que je suis devenue quelqu'un de précieux. Une personne, puis deux, puis quasiment toute la foule porte les 3 doigts du milieu de la main gauche à ses lèvres avant de les tendre vers moi. C'est un vieux geste de notre district, rarement utilisé, qu'on voit parfois lors des funérailles. Un geste de remerciement, d'admiration, d'adieu à ceux que l'on aime. Me voilà maintenant au bord des larmes. Mais, heureusement, Mitch choisit ce moment pour traverser l'estrade en titubant, afin de me congratuler. « Regardez-la! Regardez cette fille !» braille-t-il en m'attrapant par les épaules. Il est d'une force étonnante pour une épave pareille. « Elle me plaît !» Son haleine empeste l'alcool, et son dernier bain doit remonter à longtemps. Elle a des... Il hésite un instant sur le mot. Des tripes, achève-t-il avec un accent triomphal. Plus que vous. Il me lâche et s'approche du bord de l'estrade. Plus que vous tous, crie-t-il en pointant le doigt vers la caméra. S'adresse-t-il au spectateur, ou bien est-il saoul au point d'insulter le Capitole? Je ne le saurai jamais car, alors même qu'il ouvre la bouche pour développer son propos, Mitch dégringole de l'estrade et tombe par terre, assommé. Il a beau être pathétique, je lui suis reconnaissante. Grâce aux caméras qui braquent sur lui un œil narquois, j'ai juste le temps de lâcher un petit sanglot que j'avais dans la gorge et de reprendre mon sang-froid. Je croise les mains derrière le dos et je fixe mon regard au loin. J'aperçois les collines que j'ai gravies ce matin en compagnie de Gale. Pendant un moment, j'éprouve une pointe de regret à l'idée que nous aurions pu fuir le district, disparaître dans la forêt. Mais je sais que j'ai eu raison de rester. Car qui d'autre se serait porté volontaire pour Prime? On emporte Mitch sur une civière et Effie Trinket tente de réchauffer l'ambiance. « Quelle journée incroyable !» roncoule-t-elle en essayant de redresser sa perruque, qui penche sérieusement sur la droite. « Mais nous n'en avons pas encore terminé. Il est temps de choisir notre tribut masculin. » Ses cheveux glissent. Dans l'espoir de sauver la situation, elle les plaque sur sa tête, marche jusqu'à la boule contenant les noms des garçons et attrape le premier papier qui lui tombe sous la main. Elle s'empresse alors de regagner le podium, et je n'ai même pas le temps de prier pour Gale qu'elle annonce déjà le nom. Peeta Mellark. Peeta Mellark? Oh non, pensai-je, pas lui. Parce que je connais ce nom, même si je n'ai jamais parlé directement à celui qu'il désigne. Peeta Mellark. Décidément, le sort ne m'est pas favorable aujourd'hui. Je le regarde s'approcher de l'estrade. Taille moyenne, trapu, des cheveux blonds cendrés qui ondulent sur son front. Le choc de l'annonce s'affiche sur son visage. On voit qu'il lutte pour demeurer impassible, mais ses yeux bleus trahissent la même frayeur que celle que j'ai vue si souvent chez le gibier. Pourtant, il grimpe sur l'estrade d'un pas ferme et prend sa place. Effie Trinket demande s'il y a des volontaires, mais personne ne s'avance. Il a 2 frères aînés, je le sais, je les ai vus à la boulangerie. Mais l'un d'eux est probablement trop âgé désormais pour se porter volontaire,
et l'autre ne le fera pas. La dévotion familiale montre ses limites le jour de la moisson. Ma réaction était tout à fait exceptionnelle. Le maire entame la longue et fastidieuse lecture du traité de la trahison, comme il le fait chaque année à ce stade. C'est la loi. Mais je n'en écoute pas un mot. Pourquoi lui ? Me dis-je. Je tente de me convaincre que cela n'a pas d'importance. Pita Mellark et moi ne sommes pas amis, pas même voisins. Nous ne nous sommes jamais adressé la parole. Notre seule rencontre remonte à des années. Il l'a probablement oublié. Moi pas, cependant. Et je sais que je ne l'oublierai jamais. C'était durant la pire période. Mon père était mort 3 mois plus tôt dans ce coup de grisou, au cours du mois de janvier le plus froid qu'on ait jamais connu. L'engourdissement du premier choc était passé, et la douleur de cette perte me frappait n'importe où. Il me pliait en deux, le corps secoué de sanglots. « Où es-tu » m'écriai-je dans ma tête. « Pourquoi es-tu parti ?» Mais bien sûr, je n'avais jamais aucune réponse. Le district nous avait remis une petite somme d'argent à titre de compensation, de quoi couvrir le mois de deuil à l'issue duquel on attendait de notre mère qu'elle reprenne un travail. Sauf qu'elle n'en a rien fait. Elle n'a rien fait du tout, sinon rester assise sur une chaise ou, le plus souvent, pelotonnée dans son lit, sous les couvertures, le regard perdu dans le vague. De temps en temps, elle remuait, se redressait brusquement, puis retombait dans la prostration. Les supplications de Prime semblaient la laisser indifférente. J'étais terrifiée. Aujourd'hui, je suppose que ma mère était en quelque sorte prisonnière de sa tristesse. Mais, sur le moment, je voyais seulement que je ne pouvais plus compter sur aucun de mes 2 parents. À 11 ans, alors que Prime n'en avait que 7, j'ai pris notre famille en charge. Je n'avais pas le choix. J'achetais à manger au marché, je préparais nos repas du mieux que je pouvais, tout en veillant à ce que Prime et moi restions présentables. Car si l'on avait su que notre mère n'était plus en état de s'occuper de nous, le district lui aurait retiré notre garde et nous aurait confiés au foyer communal. J'avais grandi au contact de tels enfants, à l'école. Leur tristesse, leurs marques de coups sur le visage, le désespoir qui leur voûtait les épaules. Pas question qu'une chose pareille arrive à Prime. La gentille petite Prime qui fondait en larmes dès qu'elle me voyait pleurer, sans même en connaître la raison, qui brossait les cheveux de notre mère avant notre départ pour l'école, qui continuait à nettoyer tous les soirs le miroir devant lequel se rasait notre père, parce qu'il avait horreur de cette poussière de charbon qui se déposait partout dans la veine. Le foyer communal l'aurait broyé, comme un rien. Alors, je gardais le secret de nos soucis. L'argent a fini par s'épuiser, et nous avons commencé à dépérir. Il n'y avait pas d'autre mot. Je n'arrêtais pas de me dire que si je pouvais tenir jusqu'en mai, jusqu'au 8 mai, j'aurais 12 ans. Je pourrais signer pour les TCRE et obtenir ce blé et cette huile tant convoités. Mais il restait encore plusieurs semaines. Nous serions peut-être mortes d'ici là toutes les 3. Mourir de faim n'a rien de rare dans le district 12. Qui n'en a jamais vu les victimes ? Des vieux, trop faibles pour travailler, des enfants d'une famille comptant trop de bouches à nourrir, des gens devenus invalides dans la mine, qui se traînent dans la rue, et qu'on retrouve un beau jour affalés contre un mur ou étendus dans le pré, à moins que l'on entende juste sangloter dans une maison. On appelle alors les pacificateurs pour enlever le corps. La faim n'est jamais la cause officielle du décès. C'est toujours la grippe, le froid, la pneumonie, mais cela ne trompe personne. L'après-midi de ma rencontre avec Pita Mellark, une pluie glaciale tombait à verse. J'étais sortie vendre de vieux vêtements de bébé à Prime sur le marché, mais sans trouver preneur. Et même si j'avais déjà accompagné mon père plusieurs fois à la plaque, j'avais bien trop peur de me rendre seule dans cet endroit lugubre. La pluie avait détrempé la veste de chasse de mon père et j'étais glacée jusqu'aux os. Depuis 3 jours,
nous n'avalions plus que de l'eau chaude avec quelques vieilles feuilles de menthe que j'avais retrouvées au fond d'un placard. À la fermeture du marché, je tremblais si fort que j'en ai lâché mes vêtements de bébé dans une flaque de boue. Je les ai ramassés. Je craignais de trébucher et d'être incapable de me relever. De toute façon, personne n'en voulait de ces habits. Je ne voulais pas retourner à la maison. Puisqu'à la maison m'attendait ma mère avec ses yeux éteints, ma petite sœur avec ses joues creuses et ses lèvres gercées. Dans une pièce enfumée, à cause du bois humide que je ramassais à la lisière de la forêt depuis que nous étions à court de charbon. Je ne pouvais pas rentrer les mains vides. Je me suis retrouvée à patauger dans une ruelle boueuse, derrière les boutiques destinées à la frange aisée de la population. Les marchands vivaient au-dessus de leur commerce, de sorte que je me tenais, pour ainsi dire, dans leur arrière-cour. Je me souviens des jardins en friche, d'une chèvre ou deux dans un enclos, d'un chien trempé de pluie attaché à un piquet, couché dans la boue comme une âme en peine. Le vol est strictement interdit dans le district 12, passible de la peine de mort. Mais l'idée m'est venue que cette loi ne s'appliquait pas au contenu des poubelles, dans lesquelles je trouverais peut-être quelque chose. Un os derrière la boucherie, des légumes pourris derrière l'épicerie, des restes que seule ma famille serait suffisamment désespérée pour manger. Malheureusement, le ramassage des ordures venait d'avoir lieu. Au niveau de la boulangerie flottait une odeur de pain frais, si forte que j'en ai eu le vertige. Les fours donnaient derrière, et une lumière dorée s'échappait de la porte ouverte de la cuisine. Je suis restée là, fascinée par la chaleur et l'arôme capiteux, jusqu'à ce que la pluie s'en mêle et que ses doigts glacés au milieu de mon dos me ramènent à la réalité. J'ai soulevé le couvercle de la poubelle du boulanger. Elle était vide, impitoyablement vide. Une voix brutale m'a soudain aboyé dessus, et j'ai relevé la tête pour découvrir la femme du boulanger. Elle me disait de déguerpir si je ne voulais pas qu'elle appelle les pacificateurs, et qu'elle en avait assez de surprendre ces sales gamins de la veine à fouiller dans ses ordures. Dures paroles, auxquelles je n'avais rien à répondre. Alors que je reposais le couvercle et battais en retraite, je l'ai vu, un jeune garçon, aux cheveux blonds, qui m'observait dans le dos de sa mère. Je l'avais aperçu à l'école. Il était dans la même classe que moi, mais j'ignorais son nom. Il était toujours fourré avec les enfants de la ville. Comment l'aurais-je connu? Sa mère est retournée à l'intérieur en fulminant, mais il avait dû me voir contourner l'enclos de leur cochon et m'adosser au tronc d'un vieux pommier. J'ai fini par me résigner à l'idée de rentrer bredouille. Mes genoux m'ont trahi, et je me suis laissé glisser au sol le long d'un tronc. C'en était trop. Je me sentais mal, faible et fatiguée, oh, si fatiguée. Qu'on appelle donc les pacificateurs et qu'on nous emmène dans un foyer communal, ai-je pensé. Ou mieux encore, que je crève ici même, sous la pluie. Des bruits sont sortis de la boulangerie. J'ai entendu une femme hurler de plus belle, puis un bruit de coups, et je me suis demandé vaguement ce qui se passait. Des pas ont clapoté vers moi, dans la boue, et je me suis dit « C'est elle. Elle vient me chasser à coups de bâton. » Je me trompais, cependant. C'était le garçon. Il tenait dans ses bras 2 grosses miches qui avaient dû tomber dans le feu, à en juger par leur croûte noircie. « Jette-les donc au cochon, crétin !» a hurlé sa mère. « À qui veux-tu qu'on les vende, ces pains brûlés ?» Il a arraché quelques morceaux calcinés, qu'il a lancés dans l'enclos. Puis le carillon de la porte d'entrée a tinté, et la mère a disparu pour servir un client. Le garçon ne m'a pas accordé un regard. Moi, en revanche, je l'observais. À cause du pain, à cause de la marque rouge sur sa pommette. Avec quoi l'avait-elle frappé? Mes parents ne nous avaient jamais battus. C'était inimaginable pour moi.
le garçon a jeté un coup d'œil derrière lui, comme pour s'assurer que la voie était libre, puis, se retournant vers le cochon, a lancé l'une des miches dans ma direction. La seconde a suivi aussitôt, après quoi il a regagné la boulangerie en refermant soigneusement la porte de la cuisine derrière lui. J'ai fixé les miches avec incrédulité. Elles étaient très bien, parfaites même, à part la croûte brûlée. Avait-il voulu me les offrir? Sans doute, parce qu'elles gisaient à mes pieds. Avant qu'on me surprenne, je les ai fourrées sous ma chemise, j'ai refermé les pans de ma veste de chasse et dégarpi promptement. La chaleur des pains me brûlait la peau, mais je les ai serrés plus fort, comme on se cramponne à la vie. Le temps que je rentre, les miches avaient un peu refroidi, mais restaient tièdes à l'intérieur. En me voyant les poser sur la table, Prime a tout de suite voulu en prendre un morceau. Je l'ai obligée à s'asseoir, j'ai forcé ma mère à nous rejoindre à table, et je nous ai versé un thé chaud. J'ai gratté la croûte noircie, puis coupé le pain. Nous avons dévoré une miche entière, tranche après tranche. C'était de l'excellent pain, au raisin et aux noix. J'ai étendu mes vêtements près du feu, je me suis glissée dans le lit et me suis endormie d'un sommeil sans rêve. C'est seulement le lendemain matin que m'est venue l'idée que le garçon avait pu brûler ses pains exprès. Peut-être qu'il les avait lâchés dans le feu, sachant qu'il serait puni, pour me les donner ensuite. Mais non, c'était forcément un accident. Pourquoi aurait-il agi ainsi? Il ne me connaissait même pas. Malgré tout, le seul fait de me les avoir lancés constituait déjà un sacré cadeau, qui lui vaudrait sûrement une correction sévère si on l'apprenait. Je ne m'expliquais pas son comportement. Nous avons encore mangé du pain au petit déjeuner et sommes partis pour l'école. On aurait dit que le printemps était arrivé en l'espace d'une nuit. L'air était tiède et parfumé. Les nuages paraissaient floconneux. À l'école, j'ai croisé le garçon dans le couloir. Sa joue avait enflé et il avait un œil au beurre noir. Il se trouvait en compagnie de ses amis et n'a pas semblé me remarquer. Mais, en passant chercher Prime pour rentrer chez nous cet après-midi-là, je l'ai vu qui m'observait de l'autre côté de la cour. Nous nous sommes regardés une seconde, puis il a tourné la tête. J'ai baissé les yeux, gênée, et j'ai vu le premier pissenlit de l'année. J'ai eu un déclic. J'ai repensé aux heures passées dans le bois avec mon père, et j'ai su comment nous allions nous en sortir. Aujourd'hui encore, je ne peux m'empêcher de faire le lien entre ce garçon, Pita Mellark, le pain qui m'a redonné espoir, et le pissenlit qui m'a rappelé que je n'étais pas condamnée. Plus d'une fois, dans le couloir de l'école, je l'ai surpris qui regardait dans ma direction, avant de se détourner aussitôt. J'ai la sensation d'avoir cette dette envers lui, ce que je déteste. Peut-être que si j'avais pu le remercier, je me sentirais moins mal aujourd'hui. J'ai voulu le faire parfois, mais sans jamais trouver le bon moment. Ce moment ne se représentera plus désormais, parce qu'on va devoir nous lâcher dans une arène afin que nous nous y affrontions jusqu'à la mort. Je vois mal comment glisser un « merci » là-dedans. Ça n'aura pas l'air sincère si je m'efforce en même temps de lui trancher la gorge. Le maire achève son interminable traité de la trahison et nous fait signe de nous serrer la main. Celle de Pita est chaude et ferme comme du bon pain. Il me regarde droit dans les yeux et j'ai l'impression qu'il me presse les doigts avec douceur pour me rassurer. Peut-être s'agit-il d'un spasme nerveux. Nous nous retournons vers la foule tandis que retentit l'hymne de Panem. « Ah, et puis zut !» me dis-je. « Nous serons quand même 24 ! Avec un peu de chance, quelqu'un d'autre l'éliminera avant moi. Il est vrai que la chance n'a pas l'air de mon côté ces derniers temps.